Hello. Et oui, c'est encore moi, je suis toujours là, je suis toujours vivant, donc nous sommes le mardi et non pas le lundi, puisque hier enfin, j'ai pas pu vous parler parce que tout simplement, je n'étais pas d'humeur, en fait, j'étais pas d'humeur et en plus de ça, je n'avais pas en fait l'énergie voilà, pour parler. Donc j'ai passé la majorité de la journée sans parler. euh, Sans dire un mot. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma tête qui me travaille. Ma tête me travaille tout le temps. Donc même durant ces phases où on va dire que je suis moins actif, euh, mon cerveau, lui, reste quasiment toujours, toujours en alerte, on va dire. Donc voilà, ça c'est une vidéo, un enregistrement pour vous dire que c'est bientôt, cette semaine c'est la semaine de l'Aïd, euh, ouais, fête religieuse musulmane, donc je pense que tout le monde sait de quelle fête il s'agit. Moi ça ne me, moi ça c'est quelque chose qui ne me touche pas. Que je sois en dépression ou pas, c'est pas quelque chose qui me touche, c'est pas quelque chose qui me, euh, c'est pas quelque chose qui me concerne, on va dire. Ça ne me concerne pas, je ne sais pas. Des fois, on se sent concerné par des événements ou par des coutumes qui sont peut-être pas les nôtres. Donc, aléatoirement, on peut adhérer à des coutumes ou même à des idées qui sont peut-être étrangères du lieu, de notre lieu de naissance. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont nées dans un pays musulman et qui sont musulmans et qui n'ont pas en fait et qui ne se sentaient pas faire partie de cette culture, on va dire, depuis leur très jeune âge et puis on finit par s'éloigner petit à petit de ces coutumes et de ces traditions. Mais l'objectif là n'est pas de parler de ça parce que je fais souvent des longues parenthèses parce que je ne suis là que pour euh, laisser en fait mon train d'idées partir dans tous les sens. Donc, vu que ce n'est que un monologue et vu que il n'y a même pas beaucoup de visiteurs qui en fait ou de gens qui visionnent ces vidéos-là, donc je sens que j'ai un peu plus de liberté de dire exactement ce que je veux dire. Voilà, et je ne sens pas en fait une obligation d'avoir de créer du contenu un peu plus structuré, etc. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ambitionne même de faire. Mon ambition, pour ceux qui écoutent cette vidéo ou bien qui me découvrent pour la première fois, c'est vraiment le suicide assisté.
et pouvoir quitter ce monde finalement. Voilà. Ça c'est, ça c'est, on va dire, mon seul et unique objectif aujourd'hui, et le seul pour lequel mon cerveau travaille encore ou fait un certain effort voilà, mon cerveau ne déploie cet effort de concentration, etc., que pour cette chose-là. Euh, et ce n'est pas une question de volonté ou pas de volonté. Moi aussi, je croyais que c'était moi qui contrôlais mes idées ou qui contrôlait, euh, qui était responsable de mon, comment dire, de mon humeur. Mais il faut admettre que l'être humain n'a pas tout le contrôle sur ce qu'il y a entre ses deux oreilles. Donc là, je suis pratiquement tout le temps en train de penser au suicide. Pourquoi? Euh, Parce que ma dépression ne me permet de rien faire d'autre. Et en plus, elle me fait souffrir quotidiennement. Donc, j'ai, je n'ai plus de plaisir en fait à faire quoi que ce soit. Peut-être j'ai encore un peu de plaisir avec la nourriture. Donc, quand je mange, j'ai encore un peu de plaisir à manger. Et puis, ce n'est même pas tout le temps. Donc, je ne dors plus bien, je n'arrive plus à dormir et à profiter ou à avoir un sommeil réparateur. Je suis complètement, en fait, je ne fais, je ne suis pratiquement plus que un système digestif. Donc je mange, mon corps euh, transforme la nourriture, la transforme en énergie, et grâce à cette énergie-là et grâce à des organes qui sont encore fonctionnels, je suis toujours là. Voilà, je peux parler maintenant, je peux encore voilà, avoir de l'énergie pour parler, mais vivre et profiter de la vie et être quelqu'un de vivant, euh, dans le sens ou dans la définition que pratiquement sur laquelle s'accorde la plupart des gens ou sur laquelle voilà, sur une vie normale, c'est-à-dire avoir une vie normale, une vie, euh, une vie où on ressent du plaisir. Voilà, je parle même pas de vie, juste une journée où on ressent du plaisir, une journée où l'on est heureux, une journée où l'on n'est pas stressé. Donc, moi, je vis en plus le stress d'une façon quasi quotidienne parce qu'à chaque fois que je me rappelle que je suis encore là, que je suis encore vivant, euh, je ne sais pas, mon cerveau, ou je ne sais pas, ou mon système nerveux, ou appelez ça comme vous voulez, sécrète de l'adrénaline et voilà. Et j'ai le cœur qui commence à battre super vite et j'ai de l'anxiété. Donc j'ai plusieurs en fait petits moments d'anxiété durant la journée et qui font que chaque fois que je me rappelle que je suis toujours là, que je suis toujours vivant, alors que je ne veux plus être là parce que je ne ressens plus aucun plaisir, je ne suis que là, je suis qu'en train de vivre parce que couper, arrêter de manger ou arrêter de boire, c'est quelque chose qui crée de la douleur. En plus de la douleur psychologique, on rajoute à la douleur psychologique de la douleur physique. Voilà, et en plus c'est lent. C'est un processus qui sera super lent si je décide d'arrêter de manger et de boire. Donc oui, je finirai par agoniser, je finirai par mourir. Mais c'est un processus qui prend du temps. Et donc voilà, c'est pas quelque chose à laquelle je pense. En tout cas, je voulais juste dire que mon état est toujours le même et puis rien n'a changé. Et vu que maintenant, même mes démarches, on va dire, pour mon suicide assisté, eh ben, je suis en train d'attendre maintenant parce que
parce que je peux pas aller voir des psychiatres, etc., pour avoir un certificat médical, etc. Donc, vu que c'est les vacances, vu que tout est lent, etc., peut-être que je devrais aller en Europe ou en France, ou je ne sais pas, ou ailleurs, pour avoir mon certificat. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de nouvelles, donc j'ai décidé de faire cet enregistrement, voilà, pour juste vous garder au courant. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis il y a rien d'autre à dire que, que le fait que rien, mais vraiment rien n'a changé. Donc, toujours la même situation, toujours le même état mental, la même humeur, le même sommeil agité, et puis voilà, la même envie ou le même désir de ne plus être là, le même. C'est-à-dire que c'est vraiment le même désir de ne plus être là. Et vous pouvez voir mes vidéos et puis allez même voir la première vidéo qui date maintenant, je pense, de plusieurs mois. Là, vous allez remarquer qu'en fait, vous allez tout simplement remarquer que mon désir, en fait, de quitter ce monde, c'est toujours intact et puis rien n'a changé. Alors rien n'a changé, donc c'est une demande qui reste pareille. Donc voilà, une demande qui est consistante, qui reste, euh, je reste en fait campé sur ma position, voilà. Et je reste convaincu euh, de de cette décision que j'ai prise. C'est-à-dire que la décision, pour moi, elle est prise dans ma tête de vouloir partir. C'est déjà ancré et voilà, ancré dans mon esprit. C'est quelque chose que je veux. Donc c'est quelque chose que je veux, mais vraiment à l'intérieur de moi et au plus profond de moi-même. Voilà. Parce que, donc, voilà, donc j'espère que, comme je le dis à chaque fois, j'espère que les gens, au moins, prennent le temps en fait de comprendre avant de juger. Voilà, lorsque je dis ça, c'est peut-être choquant pour certains, c'est peut-être choquant, c'est peut-être des paroles qui sont choquantes, oui, parce n'a pas, dans notre vie, on est très peu exposé aux événements qui sont choquants, mais qui font partie de la vie. Donc, on est très très peu exposé à ces événements-là. La télévision, les médias ou la société en général essayent toujours de cacher, en fait, de rendre ça tabou. Tout ce qui peut choquer, mais tout ce qui fait partie de la vie. Donc, la vie, ce n'est pas seulement la vie. La vie, ce n'est pas seulement Facebook, ce n'est pas seulement Instagram avec des belles photos. Ce n'est pas seulement des belles photos, ce n'est pas seulement des gens qui passent supposément du bon temps, parce que finalement, lorsque ça publie sur les réseaux sociaux, et ben ça ne montre que ce visage-là. En fait, et même ce visage-là je sais pas, de personnes épanouies, etc., et ben c'est peut-être, ou c'est souvent comment dire, c'est souvent faux et c'est souvent même trafiqué. Donc on va même inventer un sourire ou faire semblant d'être heureux alors que on l'est pas. Et c'est juste pour être entre guillemets accepté par les autres et être entre guillemets populaire. Donc de peur d'être rejeté, la peur du rejet fait que l'on ne parle pas de tout et puis voilà, certains sujets deviennent tabous alors que si on remonte vraiment, vraiment très très loin dans l'histoire, on remarque que en fait la mort n'est pas du tout tabou, n'était pas tabou avant, alors que maintenant c'est devenu quelque chose qui est tabou. Voir un mort, même publier la photo d'un mort, je ne sais pas,
C'est quelque chose qui est tabou. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, violent. Il n'y a pas de violence. La vie. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Et puis la vie, euh, je veux dire, il n'y a pas. C'est juste une construction mentale. Ça veut dire on a construit cette idée où on a en fait intégré cette idée dans l'inconscient collectif que la mort d'un homme ou le sang ou je ne sais quoi, ce sont des choses qui sont violentes. Et par contre, on peut égorger le mouton, etc. Comme par exemple, on peut égorger le mouton et puis voir, regardez ça ne choque personne. C'est quelque chose, c'est un comportement normal où on peut même filmer des abattoirs. Ça ne choque personne de voir, je sais pas, de voir des exécutions de vaches ou d'animaux, voilà. Donc ça ne choque personne. Par contre, euh, le faire à un être humain, ça devient choquant, ça devient tabou, ça, il ne faut pas en parler, il ne faut pas, etc., etc. Donc de l'autocensure, et ça c'est vraiment dommage, parce que les gens s'autocensurent. Moi je pense que en plus de ce que la société, en fait, le message, en fait, en plus du fait que la société, elle encourage, en fait, voilà, elle fait, elle perpétue en fait ce tabou. Et, les gens eux-mêmes s'autocensurent. Donc c'est ça qui est le plus grave. Donc la mort, c'est pas quelque chose qu'il faut censurer. La dépression, c'est quelque chose qui est vécu par des millions et même des milliards, peut-être même, on est peut-être même arrivé aux milliards de personnes qui ont eu un épisode dépressif, un ou deux ou trois, et je ne sais combien. Lorsque l'on sait que la dépression majeure, ça touche 1,5% de la population, donc faites le calcul, c'est quoi 1,5% de la population? C'est beaucoup de gens quand même. C'est quoi? C'est peut-être disons, dans un pays dans un pays comme le Maroc, ça représente quoi 1,5%? Un pays de 34 millions d'habitants, ça représente 500 000 personnes. Facile, un demi-million de personnes. Dépression majeure, je parle. Je parle pas, moi, de gens qui ont eu un épisode dépressif dans leur vie, ou un ou deux, ou même plusieurs épisodes dépressifs. Non, moi, je parle de gens qui sont pratiquement, je suppose, comme moi, donc qui sont vraiment dans cette dépression qui dure dans le temps et qui dure dans qui dure dans la fréquence, dans le temps, dans tout ce que vous voulez, donc, et qui ne fait que s'aggraver. Donc, je suppose que ce n'est pas un phénomène ce n'est pas un phénomène marginal. C'est au contraire, euh, au contraire une maladie qu'il faut prendre en compte. Et c'est peut-être une maladie dont il faut parler. Voilà. La première étape, c'est d'en parler. Voilà. Peut-être que même il serait plus judicieux de laisser les patients parler entre eux, ou les gens qui en souffrent de parler entre eux. Voilà. Et pas justement ramener, et pas justement exposer ces personnes-là à ceux qui vont commencer à les attaquer pratiquement. Il suffit de voir les forums marocains ou les forums, même par exemple sur le site Yabiladi ou je ne sais quoi, une personne qui vient et qui parle en fait de suicide ou qui parle même de suicide plus de dépression, et ben on va commencer pratiquement à l'insulter et à l'agresser et à le blesser. Avec des expressions comme oh toi tu n'es qu'un faible, toi en fait ce que tu fais tu ne sais pas ce que tu fais, je veux dire ce que tu fais est mal, de toute façon tu vas faire du mal à ta famille, donc ça veut dire que c'est devenu la personne qui souffre et qui est devenue coupable de je ne sais, c'est devenu en fait euh, on fait culpabiliser cette personne-là alors que c'est elle qui souffre. Donc c'est pour ça qu'il serait peut-être plus judicieux que les gens qui sont comme moi, eh ben,
En fait, ils essaient de se créer un petit espace, voilà, un petit espace de communication ou d'échange où ils peuvent, où ils seraient en fait, où ils seraient amenés à parler en fait de leur maladie et à le faire d'une façon un peu plus ouverte et un peu plus sincère. Parce qu'au final, lorsqu'on parle à des gens entre guillemets normaux, on le fait peut-être la première fois, la deuxième fois, mais dès la troisième fois, on arrête. Dès qu'on voit en fait le type de réaction stéréotypée qu'on reçoit, parce que ce sont des gens qui ne prennent même pas en plus la peine de comprendre, de, 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 de- de comprendre ou d'écouter l'autre personne. Ce sont souvent des gens qui ne vont même pas prendre la peine d'écouter ton histoire et voilà, et de relativiser. Donc ils vont directement essayer de jouer au chevalier blanc ou je ne sais quoi. Donc ils vont directement essayer de se placer en tant que moralisateur ou je ne sais quoi. Et donc ils vont commencer directement à des fois te conseiller s'ils sont un peu plus sympas, mais dans la plupart des cas, à, à te faire culpabiliser, donc à te dire que en fait, euh, voilà, on va te sermonner, on va en fait essayer, volontairement ou pas, de t'enfoncer. Donc il serait peut-être judicieux d'avoir peut-être un espace d'échange qui soit limité justement aux gens qui respectent, qui respectent euh, les autres et qui ont de l'empathie pour les gens qui souffrent comme nous. D'accord? Donc, qu'on veuille se suicider ou qu'on ne le veuille pas, tu n'as pas besoin de me dire ne le fais pas. Ok? Tu n'as pas besoin de me le dire parce que ça ne va rien changer. Parce que si j'ai ça dans ma tête et si je veux vraiment le faire, tu n'as pas besoin de me dire que t'as pas besoin de me dire ne le fais pas. Donc, t'as pas besoin de me donner tes pseudo-conseils, parce que c'est pas ça qui va faire que je vais pas me mettre la corde autour du cou. Parce qu'au contraire, si je vois qu'en fait tu n'essaies pas de m'écouter, tu n'essaies pas de me comprendre, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me renfermer et je vais arrêter de t'en parler. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas d'imposer ta façon de voir les choses sur les autres. Essaie de comprendre les autres, essaie de comprendre leurs choix. Voilà. Essaie de comprendre qu'on peut être différent. Essaie de comprendre que sur cette terre, il y a de tout. Il y a vraiment de tout sur cette terre. Il y a des gens qui aiment la viande, et des gens qui aiment manger de la viande, il y a des gens qui sont végétariens, et des gens qui sont... Et même lorsqu'il s'agit de la vie, donc du thème de la vie, il y a des gens qui aiment la vie et des gens qui n'aiment pas la vie. Voilà. Donc essaie de comprendre qu'il n'y a pas une seule vision. Et que non, ce n'est pas tout le temps que les problèmes sont résolus. D'accord? Donc moi, j'aimerais bien voir ces gens qui disent ça ira mieux et ça ira bien. Ok, d'accord. Donc eux, ils misent sur ton futur, sur le futur, et ils misent sur le fait qu'en fait, euh, dans l'avenir, ta maladie va s'améliorer et puis et puis tu vas pouvoir, en fait, le meilleur reste à venir chez toi. D'accord? Ok. Donc eux, ils te disent ça. Donc eux, ils te garantissent, entre guillemets, donc avec des mots creux, que en fait, euh, ça veut dire que ce que tu vis actuellement, ce n'est qu'une crise et que dans l'avenir, ta vie sera bien meilleure. Ok? Donc tu n'as pas encore vécu le meilleur de ta vie. Ça, c'est l'une des expressions vides, creuses que ces gens-là prononcent. Donc moi, j'aimerais bien, si ces gens-là, s'ils disposaient d'une somme assez conséquente, ou même assez conséquente pour eux, donc je sais pas moi, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et si on leur disait qu'ils peuvent en fait ou bien perdre leur investissement ou au contraire le multiplier même, moi je vais dire par 1000, d'accord? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils miseraient sur toi? Est-ce qu'ils miseraient sur toi? Ça veut dire, est-ce que au lieu juste de sortir des paroles ou de dire des choses, est-ce qu'ils pourraient le prouver que en fait ce qu'ils disent risque d'arriver? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils croient à ce qu'ils disent? Donc est-ce qu'ils investiraient en toi? D'accord? Si on leur disait, si vous investissez
si vous investissez de l'argent sur ce que vous dites, eh ben vous allez gagner. Eh bien, je suis sûr que la plupart, même pas la plupart, 100% de ces gens-là, pas 100%, mais je dirais peut-être 99, mais en tout cas, l'écrasante majorité de ces gens-là ne mettraient pas un euro sur ta tête. D'accord? Ils ne mettraient pas un euro sur ta tête. Parce que ce qu'ils disent, c'est juste des phrases creuses. Et ils le savent. Parce qu'ils savent, ils savent qu'en fait le futur le futur est incertain. Voilà, ils savent ça, ils savent que c'est incertain et ils ne croient pas vraiment ce qu'ils disent parce que lorsqu'ils voient l'état d'une personne et lorsqu'ils prennent la peine en fait de comprendre la situation et lorsqu'ils sont sincères avec eux-mêmes, ils savent que des fois ou plusieurs fois cette personne-là ne va sûrement pas vivre la meilleure partie, ça veut dire les meilleurs moments de sa vie dans le futur. Ils savent qu'il n'y a plus rien. Ils le savent, vu l'état de la personne, etc., etc. Et même si, là je parle lorsque cette personne-là raconte en fait sa vie, parce que le dire comme ça alors qu'on ne connaît pas la personne, ça c'est complètement inutile, mais complètement inutile. Là, je parle de ceux qui prennent la peine d'écouter. Voilà, lorsqu'ils écoutent et lorsqu'ils voient l'état en fait l'état de cette personne et lorsqu'il voit que en fait elle a déjà essayé, elle a déjà fait pas mal de choses et lorsqu'elle considère que c'est l'événement de trop, c'est-à-dire que c'est la rechute de trop, parce que moi, si je devais parler sur moi-même, moi je suis arrivé à la rechute de trop, voilà, de trop, ça veut dire je ne veux plus retomber ou replonger dans une prochaine dépression. Oui, je vais essayer de remonter. Oui, peut-être que je vais essayer de sortir la tête de l'eau. Peut-être, et je dis bien peut-être, parce que là, c'est pas le cas. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressortir la tête de l'eau, et puis quoi? Et puis je vais couler à nouveau, pour couler à nouveau. Et pour que cette fois, ça soit encore pire que la dernière fois, etc., etc. Parce que c'est une maladie qui est ancrée en moi. Voilà. Et ça les gens lorsqu'ils prennent le temps d'écouter, etc., ils miseraient pas un euro, un euro sur ta tête. Même pas un. Pourquoi? Parce ils savent au fond d'eux, et peut-être qu'ils ne le voudront pas te le dire en face parce qu'ils veulent pas te blesser, on va dire, mais euh, mais en fait, lorsqu'ils y pensent ou lorsqu'ils sont avec eux-mêmes et lorsqu'ils pensent à ce que à ce que tu leur as dit, eh ben, ils se rendent compte ou ils sont quasiment en fait convaincus du fait que ce dont tu souffres, c'est grave. Donc c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin, ce n'est pas la déprime. Et puis, il faut des fois leur pardonner. Donc, c'est pour ça que je dis, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas eu un contact ou qui n'ont aucune expérience avec la vraie dépression. Donc, lorsqu'ils n'ont pas d'expérience avec cette maladie-là, donc ils croient qu'en fait, c'est facile d'en ressortir. Mais voilà, donc je leur en veux et je leur en veux pas en même temps. Et puis, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux avoir un espace pour les gens qui souffrent de dépression, parce que ça va permettre en fait à ces gens-là de s'ouvrir. Et lorsqu'on s'ouvre, euh, qu'on finisse par vouloir se suicider ou pas, moi je dirais que ce n'est pas ça le cœur du problème, parce que on déplace toujours le problème. Le problème, c'est pas le suicide. Le problème, c'est quoi? C'est oui, le suicide actuellement, c'est un problème parce que pourquoi? Parce que pourquoi on se jette, pourquoi c'est toujours barbare? Pourquoi le suicide est toujours barbare? Pourquoi on le fait toujours d'une manière barbare? Pourquoi c'est toujours c'est toujours un événement qu'on doit cacher jusqu'à la dernière minute, etc., etc. Et puis, pourquoi on doit toujours choquer ses proches? Pourquoi ses proches doivent toujours être choqués? Ouais, il s'est suicidé, il est mort, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi ça ne serait pas encadré? C'est quelque chose qui doit être encadré par n'importe quel État doit encadrer justement cette pratique. Moi je dis que c'est une pratique ou cette volonté, tout simplement. Parce que c'est quoi le suicide? C'est tout simplement une volonté d'arrêter sa vie avant que le corps biologique ne cède. Voilà, c'est des gens qui ont décidé qu'à un certain moment, ils ne voulaient plus vivre.
Donc au lieu de confronter quelque chose qui est de toute façon en nous, pourquoi confronter? Pourquoi aller contre le courant? Pourquoi aller contre le courant? Quand on va contre le courant, on voit ce qui se passe. Le suicide est toujours là, le suicide est toujours en augmentation chaque année, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux comprendre ce phénomène et puis l'encadrer? Ça veut dire réaliser ces opérations dans un cadre justement contrôlé, peut-être même médical ou même le faire dans un cadre qui est bien contrôlé. C'est-à-dire, moi, je viens, je dis, je veux mourir, et ben, on peut peut-être vérifier trois choses, ou même encadrer, voilà, faire des vérifications, éviter qu'il n'y ait des abus, etc., de cette pratique, et puis voilà, et puis me donner l'autorisation de le faire, tout simplement. Pourquoi on saute encore du haut des immeubles, etc. Mais c'est barbare. En 2018, alors que je ne sais pas, alors qu'on a de l'intelligence artificielle, des imprimantes 3D, je ne sais pas, on a atteint un niveau de développement tel que, et puis on n'est pas capable justement juste de rendre la mort digne, une mort digne. On est obligé de laisser ces gens-là livrés à eux-mêmes, en train de sauter du haut des immeubles, sauter du haut d'un immeuble, sauter devant un train, se pendre avec une corde. Mais c'est pas dégueulasse ça. C'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'on ne permette pas à ces gens-là qui ont décidé, c'est une décision, ça s'appelle une décision, qu'ils ne veulent plus vivre. De toute façon, ils deviennent toxiques lorsqu'ils ne veulent plus. Lorsque quelqu'un ne veut plus vivre, qu'on l'oblige à vivre, eh ben il devient que toxique. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'obliger les gens qui ne veulent plus vivre à vivre. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que cette personne, ou bien elle a été obligée à vivre, etc., ou bien elle sait qu'en fait, elle n'a pas d'autre option que d'utiliser en fait une méthode violente, et donc elle va et elle utilise la méthode violente. Donc c'est quelque chose qu'elle veut faire. C'est comme, c'est exactement la même chose que pour l'avortement. L'avortement, c'est la même chose. Est-ce qu'on laisse des femmes avorter d'une manière clandestine et justement, on sait très bien que lorsque c'est fait dans ces conditions-là, eh ben, la femme, il y a un fort taux de mortalité de ces personnes-là. Est-ce que c'est pas préférable que justement, vu que cette pratique, elle se fait de manière clandestine, elle va toujours se faire de manière clandestine, est-ce qu'il ne vaut pas mieux encadrer cette pratique-là? Plutôt que de... C'est ça l'aberration. Moi, je dis que c'est ça, c'est ça qui est aberration dans nos sociétés. On a atteint un certain niveau de développement, mais on essaye toujours comment dire, d'éviter certains sujets. Pourquoi? Parce que peut-être c'est la religion qui a toujours le dessus euh, sur certains thèmes ou sur certains sujets. Donc, la religion, elle essaie toujours de fourrer son nez dans les affaires qui sont des affaires qui ont attrait qu'aux droits humains, et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et même la religion ne fait que justement, voilà, elle ne fait que faire perdurer, en fait, faire durer la souffrance, voilà, parce que les femmes qui sont enceintes, qui vont le faire de manière clandestine, ou ceux qui se suicident de manière violente, ça prouve quoi? Ça prouve qu'en fait la religion ne crée que de la souffrance, voilà. Voilà. Une preuve que la religion crée la souffrance, parce que de toute façon, qu'on l'interdise ou pas, ça se fera, et puis on le voit très bien. C'est pas des phénomènes qu'on peut stopper. Sauf si, je ne sais pas, on ne peut pas le stopper. C'est un phénomène qui dure et qui va toujours durer. C'est comme si on veut stopper, je sais pas, la consommation de cannabis. Comment on va faire? Il y a des pays qui légalisent ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est inutile de lutter contre quelque chose qui est intrinsèquement et viscéralement humain. Voilà. Il est humain pour une femme d'aller coucher avec un homme,
et puis voilà, et puis il se peut qu'il fasse une erreur et il se peut qu'elle tombe enceinte. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde le bébé alors qu'elle ne veut pas le garder, alors que ce bébé, lorsqu'il va naître, il va naître dans des conditions qui sont pas du tout et qui ne vont pas lui permettre justement son épanouissement. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de limiter la souffrance. Donc en permettant à cet enfant de ne même pas naître, elle limite la souffrance. Alors qu'un religieux, qu'est-ce qu'il dit? Elle- le religieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettez-le au monde, quel que soit l'endroit où il va naître, que ce soit, quel que soit comment dire, la relation entre le père, entre les deux partenaires, quel que soit comment dire, leur, euh, leur situation financière, etc., etc. Donc, quelles que soient les conditions, mettez-le au monde, qu'il naisse en plein désert en Afrique, dans un pays ravagé, je ne sais pas, par l'Ebola ou je ne sais quoi, ou ravagé par la famine, ce n'est pas grave, laissez-le naître dans la famine. Il naît dans la famine, il va de toute façon souffrir, on le sait avant même qu'il naisse qu'il va souffrir, mais ce n'est pas grave. Mettez-le au monde. C'est ça ce que dit la religion. C'est ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle faire perdurer la souffrance sur terre. Voilà. Et c'est la même chose pour le suicide. Interdiction de se suicider, interdiction de ça. Eh bien, on saute du haut d'un immeuble. On peut peut-être ne pas mourir, rester tétraplégique ou rester handicapé, etc., etc. Donc, on peut, beaucoup de gens qui se suicident se ratent. Eh ben, il y a des conséquences lorsqu'ils se ratent. Donc, ils sont peut-être dans un état, ils deviennent ils finissent dans un état végétatif, etc., etc. Donc ça c'est bien d'être dans un état végétatif alors que tout ce que tu voulais mourir, on t'a empêché de le faire, donc on t'a pas permis de le faire et de le réaliser, de réaliser justement ce que tu voulais faire. Ou bien ce qu'on va faire de toi, on va t'obliger à vivre, alors que toi tu ne veux pas vivre, on va t'obliger à vivre, donc tu vas vivre alors que tu ne veux pas vivre. Donc voilà, tu ne seras pas, tu ne seras pas, tu feras pas, tu ne permettrais, tu ne seras pas en fait un élément positif pour la société, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est vivre. Voilà. Donc lorsque la religion dicte, justement, parce qu'elle dit que en fait, l'être humain c'est une âme et que c'est fait par Dieu ou je ne sais quoi. Donc euh, la science a encore besoin de faire beaucoup d'efforts justement pour, pas beaucoup d'efforts, mais la lutte doit toujours continuer pour justement pour essayer d'imposer la science, parce que imposer la science et imposer la logique sur la religion qui justement comme on le voit ça veut dire par rapport à ces deux cas de figure, donc que ce soit l'avortement, que ce soit le suicide, la religion ne, ne, ne- ne prend rien de tout cela en compte, elle ne prend que un mythe ou quelque chose qui est inventé et qui est que c'est Dieu qui met l'âme dans l'être humain. Mais ça, c'est quelque chose, vous l'avez vu où? Est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux? C'est quelque chose qui est complètement imaginé. Ok, donc un récit qui est imaginé et qui est supposé et qui est je ne sais quoi, versus des souffrances qui sont réelles, qui sont vécues réellement sur le terrain, physiquement, par ces gens-là, et par cette catégorie de personnes ou par ces gens qui lorsqu'ils sont confrontés justement à ces situations-là, ne trouvent personne. Ils ne trouvent que quelqu'un qui leur dit continuez de souffrir. Voilà, donc j'arrête là, sinon je vais faire trop long. Puis je vous souhaite une excellente journée et puis bon Eid pour ceux qui le fêtent. Bye.